Bonjour, je vous propose une vidéo sur la théorie de Modigliani et Miller. Cette théorie est centrale en finance d'entreprise car elle s'intéresse à l'optimalité de la structure financière. Alors avant d'entrer dans les détails, je voudrais vous faire remarquer que j'ai fait figurer en haut de l'écran deux photos. D'abord, la photo de Franco Modigliani, prix Nobel d'économie 1985, et celle de Merton Miller, prix Nobel d'économie 1990. Alors, il ne faut pas vous dire, ça va être hyper compliqué parce qu'on va étudier des théories de professeurs qui ont eu le prix Nobel d'économie, et du coup, mathématiquement, ça va être insurmontable. Non. En fait, quand un professeur obtient le prix Nobel, ce n'est pas qu'il a fait une théorie qui repose sur des formulations mathématiques extrêmement compliquées. Dans le cas de Modigliani et Miller, les 4 opérations suffisent. On obtient le prix Nobel lorsqu'on a développé une théorie qui est validée par le marché, parce que tous les praticiens l'utilisent. Ce qui est donc le cas de Modigliani, qui, comme nous allons le voir dans cette vidéo, sous-tend bien des aspects de la valorisation d'une entreprise par DCF. Alors, la question qu'on se pose dans cette théorie, c'est existe-t-il une structure financière optimale? C'est-à-dire un rapport entre les dettes et les capitaux propres qui permettent de maximiser la fortune des parties prenantes de l'entreprise, à commencer par les actionnaires. Alors rappelons que dans l'approche des CF, la valeur d'entreprise est une série, c'est-à-dire la somme jusqu'à l'infini des free cash flow futurs actualisés au coût du capital, au coût moyen pondéré du capital grand K, dont la formule est grand K égale le coût des capitaux propres que multiplie le poids des capitaux propres dans le financement, plus le coût de la dette après impôt que multiplie le poids de la dette dans le financement. Donc Modigliani et Miller se demandent, est-il possible de minimiser grand K, c'est-à-dire de minimiser le dénominateur de l'expression free cash flow actualisé? Parce que si je minimise le dénominateur, eh ben je maximise la valeur d'entreprise, donc la fortune des actionnaires. Alors, leurs réponses sont les suivantes. En l'absence de fiscalité, théorie de 1958, la réponse est non. Le changement de structure financière ne crée pas de valeur. En présence de fiscalité, théorie 1963, la réponse est oui. Il est possible de diminuer le coût du capital pour augmenter la valeur d'entreprise. C'est ce que nous allons voir dans le reste de cette vidéo, que je terminerai par un prolongement en abordant la formule d'Amada pour déterminer le bêta d'une entreprise non cotée. Cette formule d'Amada est également connue sous le nom de formule du bêta désendetté, réendetté, dont nous allons voir la justification arithmétique avant de voir comment l'utiliser. Alors commençons par la théorie de Modigliani et Miller en l'absence de fiscalité. Alors, cette théorie a été développée dans un article qui propose deux théorèmes, deux propositions majeures. La première porte sur le coût du capital. Et on verra dans un instant que la deuxième porte sur le coût des capitaux propres. Alors, concernant le coût du capital, ce que disent Modigliani et Miller, traduit en français, c'est que le CMPC d'une entreprise est indépendant de sa structure financière. Il est égal au taux de capitalisation du flux de revenus d'une entreprise de même risque financée exclusivement par capitaux propres. Ça veut dire quoi simplement? Ça veut dire que si je considère deux entreprises qui présentent le même risque industriel et commercial, l'une est endettée, l'autre pas, elles auront le même coût du capital. Par exemple, dans le graphique que vous voyez sur la droite de la slide, je fais l'hypothèse que l'entreprise non endettée a un coût du capital de 10%, eh bien, si cette entreprise s'endette de 20, 40 ou 60%, ou même encore plus, le coût de son capital sera toujours le même et sera toujours égal à 10%. Alors, si on rentre un petit peu dans la formulation, on va écrire que le CMPC, le coût du capital grand K, est égal à ρ indice K, tel que la valeur d'entreprise, c'est-à-dire la valeur des capitaux propres plus la dette, est en fait une rente perpétuelle de résultats d'exploitation espérés, c'est-à-dire une somme jusqu'à l'infini
de résultats d'exploitation espérés, le taux d'actualisation, qu'on peut aussi appeler le taux de capitalisation, étant ρ indice K. Donc ρ indice K, de façon précise, c'est le taux de capitalisation du marché pour la classe K de risque industriel et commercial à laquelle l'entreprise appartient. Ce que je veux dire, c'est que si je prends deux entreprises du même secteur, par exemple Carrefour et Casino, eh bien, on peut considérer dans cette logique que si ces deux entreprises n'étaient pas endettées et s'il n'y avait pas d'impôt, eh bien, le coût de leur capital serait exactement le même et serait égal à ρ indice K. Alors, ayant dit cela, proposition numéro 2 sur le coût petit k des capitaux propres. Alors, le coût des capitaux propres pour l'entreprise, c'est la rentabilité exigée par les actionnaires. Alors, quelle est la rentabilité espérée par les actionnaires? C'est le résultat espéré, le résultat net espéré sur les capitaux propres. Mais comme nous sommes en train de parler de la théorie en l'absence de fiscalité, le résultat net du numérateur est un résultat courant avant impôt, c'est-à-dire un résultat d'exploitation espéré moins des frais financiers, les frais financiers étant le coût de la dette petit i appliqué à la dette grand D. Or, d'après la proposition numéro 1, eh bien, la valeur d'entreprise est une rente perpétuelle de résultats d'exploitation espérés. Par conséquent, en faisant un banal produit en croix, l'espérance de Rex est égale à ρ que multiplie VE. Et donc, si je reviens à la première ligne de cette partie consacrée à la proposition numéro 2, si je remplace E de Rex par ρ fois VE, je me retrouve avec petit k qui est égal à ρ fois VE moins ID sur CP. Mais VE, valeur d'entreprise, c'est CP plus D, donc je me retrouve avec ρ fois CP plus D moins ID sur CP. Rien ne m'empêche de développer au numérateur, c'est-à-dire de distribuer le ρ K sur les deux termes de la parenthèse, donc je me retrouve avec ρ CP plus ρD moins ID, le tout sur CP, et bien évidemment, si je prends le premier terme, ρ CP sur CP, ça fait ρ, plus je constate que j'ai ρ fois D moins I fois D, donc je peux factoriser par D, le tout divisé par CP, et je me retrouve donc avec plus ρ moins I, facteur de D sur CP. J'en déduis deux choses. La première, c'est que le coût des capitaux propres est une fonction affine. C'est une droite. Première chose. Deuxième chose, je constate que plus le ratio d'endettement D sur CP est élevé, plus le coût des capitaux propres est élevé. En fait, s'il n'y a pas d'endettement, si D sur CP est égal à 0, le coût des capitaux propres est égal au coût du capital, est égal à ρ indice K, c'est-à-dire sur notre graphique à 10%. Et plus D sur CP va augmenter, plus le terme, qu'on suppose positif, ρ moins I, est multiplié par un nombre élevé, et plus, par conséquent, petit k va être élevé. Alors, bien évidemment, nous vivons dans un monde en présence de fiscalité. Alors, commençons par aborder la question de la rente perpétuelle de crédit d'impôt. Alors, on considère pour cela deux entreprises qui se différencient uniquement par leur structure financière. L'une est endettée, l'autre ne l'est pas. Ces deux entreprises ont donc pour principale caractéristique commune, premièrement, de présenter le même risque industriel et commercial, et deuxièmement, d'avoir le même REX. Alors, nous allons définir un certain nombre de notations. Tout d'abord, X étoile est la rémunération des apporteurs de capitaux à l'entreprise non endettée. Désormais, à chaque fois qu'on aura une étoile, ça voudra dire que l'entreprise n'est pas endettée. Quand il n'y en aura pas, c'est qu'elle est endettée. Et donc X est la rémunération des apporteurs de capitaux à la société endettée. Petit i est naturellement le coût de la dette. Et on note par ailleurs VE étoile, la valeur d'entreprise de la société non endettée, et bien sûr VE, la valeur d'entreprise de la société endettée. Commençons par déterminer X étoile. X étoile, c'est la rémunération des apporteurs de capitaux à l'entreprise non endettée. Si l'entreprise n'est pas endettée, elle n'a qu'une catégorie d'apporteurs de capitaux, à savoir ses actionnaires. Ces actionnaires qui
peuvent appréhender, récupérer, dans l'hypothèse d'un taux de distribution de 100%, le résultat net. Ce résultat net n'est pas autre chose que le REX après impôt, puisque l'entreprise n'est pas endettée, il n'y a pas de frais fixes. Donc X étoile, rémunération des apporteurs de capitaux à l'entreprise non endettée, c'est-à-dire la rémunération de ses actionnaires, c'est l'exigence de REX après impôt, c'est-à-dire fois 1 moins taux, qui est le taux d'IS. Bien. Alors, la valeur d'entreprise de cette société non endettée va être une rente perpétuelle de résultat d'exploitation après impôt, c'est-à-dire X étoile divisé par ρ. Voilà. Maintenant, si je passe à l'entreprise endettée. L'entreprise endettée m'a conduit à définir la notation grand X, rémunération des apporteurs de capitaux à l'entreprise endettée. Donc, si l'entreprise est endettée, il y a deux catégories d'apporteurs de capitaux. Il y a d'abord les actionnaires et ensuite les créanciers. Alors, la rémunération des actionnaires, c'est le résultat net, c'est-à-dire le REX espéré, moins les frais FI, le tout que multiplie 1 moins le taux d'IS. C'est un résultat net. Et à cette rémunération des actionnaires, en rouge dans la formule qui apparaît à l'écran, il convient d'ajouter la rémunération des créanciers, c'est-à-dire ce que l'entreprise enregistre sous forme de frais financiers, I fois D. Alors on va développer, c'est-à-dire qu'on va distribuer le facteur 1 moins taux. On se retrouve donc avec E de REX, facteur de 1 moins taux, moins ID, facteur de 1 moins taux, plus ID. Et puis on va continuer à développer, c'est-à-dire à distribuer le I fois D sur la parenthèse 1 moins taux. Donc je me retrouve au début elle-même E de REX, avec E de REX, facteur de 1 moins taux, moins ID, plus ID taux, plus ID. Alors bien évidemment, moins ID plus ID se simplifie, et je me retrouve avec X qui est donc égal à E de REX, facteur de 1 moins taux, plus ID taux. Remarquez qu'on n'utilise que les 4 opérations. D'ailleurs, on n'a même pas encore utilisé la division. Donc, ce que je constate, c'est que X est donc égal à X étoile, E de REX, facteur de 1 moins taux. Si on regarde ce qui est tout en haut de cette colonne, c'est bien X étoile, plus ID taux. Alors, pour avoir maintenant la valeur d'entreprise, il convient de considérer des rentes perpétuelles des rémunérations qui sont ici. Alors, nous avons vu que X étoile, qui n'est autre que la rémunération des apporteurs de capitaux à la société non endettée, donne lieu à actualisation, dans le cas d'une rente perpétuelle, au taux ρ. ρ est le taux de capitalisation de l'entreprise non endettée. D'accord ? Alors ensuite, j'ai plus ID taux qu'il faut que je capitalise également à l'infini. Il va sans dire que le taux d'actualisation, le plus cohérent avec ID taux, est petit i, parce que qu'est-ce que c'est qu'ID taux ? ID, ce sont les frais FI, et ID taux, ce sont les frais FI que multiplie le taux d'IS, c'est-à-dire l'économie d'impôt générée par la déductibilité des frais financiers. Donc, évidemment, on pourrait diviser ID taux par un autre taux, mais le plus logique, le plus cohérent, le taux le plus cohérent, le taux d'intérêt le plus cohérent avec ID taux, c'est évidemment I. Par conséquent, je me retrouve avec VE, valeur d'entreprise, égale X étoile sur ρ, par définition, on sait que c'est VE étoile, plus, en simplifiant par I, D fois tout. Alors, ça peut paraître surprenant d'avoir une formule dans laquelle on a D fois taux. On n'a pas l'habitude de multiplier une dette par un taux d'IS. Oui, mais il faut garder à l'esprit d'où vient ce D fois taux. C'est I des taux sur I. Évidemment, ça nous a permis de simplifier, mais il faut garder à l'esprit que D fois taux, c'est la valeur de la rente perpétuelle d'économie d'impôt annuel. Alors, les conséquences de cette formule sont les suivantes. Premièrement, en supposant que la dette est positive, d'accord ? Si je multiplie par taux qui est nécessairement un taux positif, un taux d'IS est positif, j'ai D fois taux qui est positif. Par conséquent, si je rajoute à gauche et à droite du signe de l'inégalité supérieure, je me retrouve VE étoile, je me retrouve avec VE étoile plus des taux supérieur à VE étoile. Or, VE étoile plus des taux, c'est VE.
Donc, je me retrouve avec VE supérieur à VE étoile. En d'autres termes, la valeur d'entreprise de la société endettée est supérieure à la valeur d'entreprise de la société non endettée. En d'autres termes, en endettant l'entreprise, on crée de la valeur. Bien. Deuxième conséquence, la différence entre VE et VE étoile, c'est des taux. VE égale VE étoile plus des taux, donc VE moins VE étoile égale des taux. Des taux, je le rappelle, c'est I des taux sur I. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, premièrement, comme j'ai déjà dit, l'endettement crée de la valeur. Deuxièmement, il permet de générer un nouvel actif, qui est précisément le crédit d'impôt. Et la valeur de ce crédit d'impôt, D fois taux, la différence entre VE et VE étoile, c'est la rente perpétuelle des économies d'impôt permises par la déductibilité fiscale des frais financiers engendrés par la dette financière. Donc finalement, on pourrait résumer tout cela en une ou deux phrases, consistant à dire oui, la dette, l'endettement plutôt, crée de la valeur. Ça crée de la valeur parce que ça permet de créer un actif que la société non endettée ne peut pas avoir, à savoir le crédit d'impôt. Donc si la société endettée a une valeur d'entreprise supérieure à celle de la société non endettée, c'est parce qu'elle détient un actif en plus, qui est précisément le crédit d'impôt. Tout cela va permettre de poursuivre l'analyse. Tout d'abord, on va déterminer par Modigliani-Miller le coût des capitaux propres. Le coût des capitaux propres, on l'a déjà dit, c'est le rendement exigé ou espéré par les actionnaires, c'est-à-dire l'espérance de résultat net sur les capitaux propres. C'est-à-dire, on l'a déjà écrit, résultat courant avant impôt, E de Rex moins ID, le tout fois 1 moins le tout dièse, l'ensemble étant rapporté aux capitaux propres. C'est-à-dire en distribuant E de Rex facteur de 1 moins taux sur CP, moins I 1 moins taux fois D sur CP. Alors, on a deux termes. On a d'abord E de Rex 1 moins taux sur V sur CP, et on a ensuite moins I 1 moins taux D sur CP. Alors le deuxième terme, il va rester tel qu'il est quasiment jusqu'à la fin. En revanche, dans l'expression E de Rex 1 moins taux sur CP, on va faire remarquer qu'on aurait pu écrire E de Rex 1 moins taux sur VE étoile que multiplie VE étoile sur CP. En fait, on multiplie et on divise simultanément par VE étoile. Pourquoi? Parce que, d'abord, on va garder à l'esprit que VE étoile, c'est VE moins des taux, puisque VE égale VE étoile plus des taux, VE étoile égale VE moins des taux. Deuxième chose, lorsque l'on voit E de Rex fois 1 moins taux sur VE étoile, ce n'est pas autre chose que le coût du capital de l'entreprise non endettée. C'est l'exigence de rendement des actionnaires de la société non endettée. Après tout, VE étoile, c'est la valeur d'entreprise de la société non endettée qui est égale à la valeur de ses capitaux propres. Donc finalement, E de Rex fois 1 moins taux sur VE étoile, c'est E de Rex fois 1 moins taux sur les capitaux propres de la société non endettée. Et ceci, c'est le coût du capital ou le coût des capitaux propres de la société non endettée que l'on note dans la théorie de Modigliani et Miller, ρ. Donc je me retrouve avec ρ que multiplie, comme on vient de le dire, VE étoile, c'est VE moins des taux en vert sur CP, et puis le dernier terme, on l'a recopié, moins I1 moins taux D sur CP. Alors, on poursuit en rappelant que VE est égal à CP plus D, donc je me trouve avec ρ fois CP plus D à la place de VE moins D taux sur CP, toujours moins I1 moins taux D sur CP. Et puis, si on poursuit, on voit que ρ est facteur d'abord de CP sur CP, ce qui fait 1. Et ensuite, j'ai plus D moins D taux sur CP, en mettant D en facteur, ça fait D fois 1 moins taux sur CP. Le tout moins I 1 moins taux D sur CP. Je vais maintenant distribuer le ρ sur les termes du crochet. Donc j'ai ρ fois 1, ce qui fait ρ, plus ρ fois 1 moins taux
d sur Cp, moins i, toujours, 1 moins taux d sur Cp. Alors on est quasiment arrivé au bout, puisqu'on va recopier le ρ. On va constater que les deux derniers termes de l'expression de l'avant-dernière ligne sont quasiment les mêmes. Les deux derniers termes comprennent 1 moins taux d sur Cp. Donc je peux factoriser par 1 moins taux d sur Cp. Le premier 1 moins taux d sur Cp est multiplié par ρ. Le deuxième est multiplié par moins i. On obtient ainsi la formule qui est en bas de l'écran en gras, k égale ρ plus ρ moins i, 1 moins taux d sur Cp. Alors passons maintenant à ce qu'on appelle le coût ajusté du capital. Donc rappelons la formule du CMPC qu'on a déjà beaucoup évoqué ici. Grand K, coût du capital, est égal au coût des capitaux propres petit k en rouge, fois Cp sur Cp plus d, plus le coût de la dette après impôt que multiplie d sur Cp plus d. Nous connaissons maintenant une nouvelle expression du coût des capitaux propres. Nous venons de voir, d'après Modigliani et Miller, que petit k est égal à ρ plus ρ moins i, 1 moins taux d sur Cp. Donc, dans l'expression du CMPC, dans la première ligne, on remplace le petit k par sa nouvelle expression, selon Modigliani et Miller, ρ plus ρ moins i, 1 moins taux d sur Cp, donc le tout fois Cp sur Cp plus d, plus i 1 moins taux d sur Cp plus d. Évidemment, on va développer, on va donc distribuer, donc ρ fois Cp sur Cp plus d, plus ρ moins i, 1 moins taux d sur Cp, que multiplie Cp sur Cp plus d, et puis bien évidemment, je recopie quasiment jusqu'à la fin, jusqu'à l'avant-dernière ligne en fait, plus i, 1 moins taux d sur Cp plus d. Alors, évidemment, Cp sur Cp en vert se simplifie, donc on a grand K qui est donc égal à ρ Cp sur Cp plus d, plus ρ moins i, 1 moins taux d sur Cp plus d, plus i, 1 moins taux d sur Cp plus d. On continue à développer, donc le premier terme est identique, ρ Cp sur Cp plus d, et puis on développe ρ fois 1 moins taux d sur Cp plus d, moins i, 1 moins taux d sur Cp plus d, plus i, 1 moins taux d sur Cp plus d. Et donc, naturellement, on peut encore développer et dire qu'on a toujours ρ Cp sur Cp plus d, plus, vous voyez, j'ai ρ fois 1 moins taux, je développe, donc j'ai ρ fois 1 fois d sur Cp plus d, moins ρ fois taux, fois d sur Cp plus d, plus les deux derniers termes. Et il s'avère que, si je regarde les deux derniers termes, je m'aperçois que j'ai moins i 1 moins taux d sur Cp plus d, plus i 1 moins taux d sur Cp plus d, bref, ces deux derniers termes se simplifient et de façon un peu surprenante, le coût de la dette petit i disparaît. Et donc je me retrouve avec grand K qui est égal à, alors faisons d'abord remarquer que les deux premiers termes de la ligne au-dessus, ρ Cp sur Cp plus d plus ρ d sur Cp plus d, ça fait ρ, puisque je pourrais dire ρ fois, parenthèse, Cp plus d sur Cp plus d. Donc le premier terme c'est ρ, et le deuxième terme c'est moins ρ taux d sur Cp plus d. Donc je peux mettre ρ en facteur, donc j'ai ρ facteur de 1 moins d taux sur Cp plus d. Alors, plusieurs choses. La première, en supposant bien évidemment que la dette est positive, je constate que plus la dette va augmenter, plus K va changer. Alors, dans quelle proportion? Alors, je voudrais faire remarquer que d taux sur Cp plus d, lorsque d tend vers l'infini, tend vers taux. Je rappelle que d taux sur Cp plus d, c'est une fonction rationnelle, on pourrait même dire homographique, dont la limite, lorsque la variable qu'on appelle d ici tend vers plus infini, est égale au rapport des termes de plus haut degré. Donc d taux sur Cp plus d, c'est équivalent à taux. Par conséquent, la limite lorsque d tend vers l'infini, donc lorsque d sur Cp tend vers l'infini de grand K, c'est-à-dire de ρ fois 1 moins d taux sur Cp plus d, ce sera donc égal à ρ fois 1 moins taux. Et donc, ce que je peux dire, c'est qu'à partir du moment où la limite de grand K est égale à une constante, ρ facteur de 1 moins taux, eh bien la courbe représentative de grand K
admet ce nombre égal à y comme asymptote horizontale. Donc sur le graphique que nous avons à droite, eh bien, ρ facteur de 1 moins taux est représenté par la droite parallèle à l'axe des abscisses, en gris. Si nous n'avons pas de dette, eh bien, le coût du capital est égal au coût des capitaux propres. Et plus le ratio d'endettement augmente, plus le coût moyen pondéré du capital en bleu diminue et tend vers l'asymptote ρ facteur de 1 moins taux. Donc ça veut dire que plus on augmente le ratio d'endettement, plus le CMPC diminue. Et bien évidemment, il va diminuer pour tendre vers ρ facteur de 1 moins taux. Ce qui veut dire que plus j'augmente le ratio d'endettement, plus je crée de valeur, plus la valeur d'entreprise augmente puisqu'elle est calculée sur la base d'une somme de cash flow futur actualisé dont le taux d'actualisation grand K diminue. Alors nous allons utiliser ces résultats pour aboutir à la formule d'Hamada. Alors, on revient à la formule du coût des capitaux propres qui a été proposée par Modigliani et Miller et qu'on vient de démontrer, c'est-à-dire K égale ρ plus ρ moins I, 1 moins taux D sur CP. Alors, en fait, Hamada va mixer, si je puis dire, la théorie de Modigliani et Miller avec celle de Sharpe, c'est-à-dire le MEDAF. Alors, rappelons ce qu'est le MEDAF. Le MEDAF se résume à la formule rouge. Le coût des capitaux propres, ou le rendement exigé par les actionnaires, c'est le taux sans risque plus le bêta que multiplie la prime de risque du marché. Bon. Si la société n'est pas endettée, le coût de ses capitaux propres sera égal au coût de son capital, puisqu'il n'y a pas de dette. Et le coût du capital d'une entreprise non endettée, selon Modigliani-Miller, ça se note en ρ. Et évidemment, je vais remplacer petit k par ρ pour pouvoir faire une fois de plus référence à la formule du MEDAF. Donc ρ, coût du capital, donc coût des capitaux propres de l'entreprise non endettée, est égal au taux sans risque plus le bêta de l'entreprise non endettée, que je note bêta I étoile, que multiplie la prime de risque de marché. Alors, ça c'est le MEDAF appliqué au coût des capitaux propres. Mais on peut aussi l'appliquer au coût de la dette. Et dire que le coût de la dette, c'est le taux sans risque, plus le bêta de la dette, que multiplie la prime de risque du marché. Il n'y a plus qu'à remplacer dans la formule qui est tout en haut. Alors, nous savons que le coût des capitaux propres, petit k en rouge, c'est taux sans risque plus bêta fois la prime de risque du marché, que c'est égal à ρ en vert, taux sans risque plus bêta étoile que multiplie la prime de risque du marché, plus, alors, la parenthèse pour ρ moins I devient une accolade, donc ρ, toujours pareil en vert, taux sans risque plus bêta étoile que multiplie la prime de risque du marché, moins petit i en bleu, donc moins RF, moins bêta D que multiplie la prime de risque du marché, le tout facteur de 1 moins taux fois D sur CP. Alors c'est un peu lourd, mais ça va remarquablement se simplifier. D'abord, on peut simplifier par RF, d'abord de part et d'autre du signe égal. J'ai mis en espèce de relief ce qui se simplifie. Donc le premier RF qui apparaît sur la gauche se simplifie avec le premier RF juste après le signe égal. Et puis par ailleurs, à l'intérieur de l'accolade, je vois que j'ai un RF en vert moins un RF en bleu. Donc les deux se simplifient. Donc après avoir simplifié par les RF que je viens de mentionner, on se retrouve avec bêta I que multiplie la prime de risque du marché, égale bêta I étoile que multiplie la prime de risque du marché, plus, dans l'accolade, bêta I étoile fois la prime de risque du marché, moins bêta D fois la prime de risque du marché, le tout que multiplie après l'accolade un moins taux D sur CP. Alors, on constate que finalement, tous les termes
sont multipliés par la prime de risque du marché E de RM moins RF. Eh bien, on va simplifier par E de RM moins RF. Et si je simplifie par E de RM moins RF, ben, je n'ai plus que bêta I égale bêta I étoile plus, dans l'accolade, qu'est-ce qui reste? Ben, uniquement bêta I étoile moins bêta D, puisque les RF moins RF se sont simplifiés, et les primes de risque du marché aussi, le tout fois 1 moins taux fois D sur CP. C'est ça la formule d'Amada. Alors, c'est peut-être pas celle que vous avez l'habitude d'utiliser, parce que, de façon simplificatrice, on va dire, bien souvent dans la pratique, supposons que bêta D est égal à 0. C'est-à-dire que la dette n'est pas risquée. Ce qui, entre nous soit dit, n'est pas le cas. Mais faisons cette hypothèse. Dans ce cas, en remplaçant bêta D par 0, dans l'expression en gras, on se retrouve avec bêta I égale bêta I étoile, plus bêta I étoile, je ne vais pas mettre moins 0, on laisse bêta I étoile, fois un moins taux D sur CP. Et rien ne m'empêche, pour terminer, de factoriser par bêta I étoile et de dire que bêta I est donc égal à bêta I étoile fois 1 plus D 1 moins taux sur CP. Alors à quoi ça sert tout ça? Eh bien, ça sert, entre autres, à déterminer le bêta d'une entreprise non cotée. Parce que lorsqu'on fait de la valorisation d'entreprise, si on est dans un département d'equity research, qu'on fait de l'analyse financière au sens de la recommandation boursière, bien évidemment qu'on aura le bêta de la société à valoriser. Il suffira d'aller chercher sur Internet. Mais valoriser une société est encore plus important si elle n'est pas cotée, parce qu'on n'a même pas de référence boursière. Le problème, c'est que si on veut appliquer la méthode DCF à une société non cotée, on est au départ bien embêté parce que on n'a pas de bêta en lecture directe. Étant donné que, je rappelle, que le bêta, c'est la covariance entre le rendement de l'action et le rendement du marché sur la variance du rendement du marché. Et donc, si la société n'est pas cotée, il ne peut pas y avoir de covariance entre le rendement de son titre et le rendement du marché. Bref, il n'y a pas de bêta. Alors, il n'y a pas de bêta, mais on peut quand même en trouver un. Et donc, pour cela, on constitue un référentiel de sociétés cotées comparables. Dans l'exemple que vous voyez sur la droite, mes sociétés comparables s'appellent ABC, des sociétés comparables cotées. Donc des sociétés qui ont les mêmes perspectives de croissance et d'évolution de la profitabilité que la société a valorisée et qui sont donc probablement dans le même secteur. Comme j'ai l'habitude de dire, si je veux valoriser Auchan, société de distribution à dominante alimentaire non cotée, je vais retenir des sociétés comparables comme Casino, comme Carrefour, comme Ahold, comme Tesco, comme Walmart, Colruyt, etc. Bien, donc on constitue, ça veut dire qu'on identifie des comparables cotés. On récupère sur Internet le bêta de chacune de ces sociétés comparables. Donc, vous voyez dans le tableau, on fait l'hypothèse qu'on a trouvé que grand A avait un bêta de 1,20, que B avait un bêta de 1,30 et que C avait un bêta de 1,40. Ensuite, on calcule le bêta désendetté de chaque comparable. Ça veut dire qu'on fait référence, et c'est à ça que ça sert, à la formule d'Amada. La formule d'Amada qu'on vient de voir il y a 5 minutes, c'est bêta égale bêta étoile fois 1 plus D 1 moins taux sur CP. Ce que je cherche, moi, c'est bêta étoile, c'est le bêta désendetté. Je peux isoler le bêta étoile et donc dire que c'est bêta sur le crochet, 1 plus D 1 moins taux sur CP. Alors, rappelons qu'on raisonne en valeur de marché. Alors, dans la pratique, on a plutôt tendance pour la dette à prendre la dette nette comptable, mais pour les capitaux propres, il n'y a pas d'hésitation, c'est la capitalisation boursière. Donc ça, c'est une première chose. Donc, on calcule le bêta désendetté de chacun des comparables, on en fait la moyenne, on obtient ainsi un bêta sectoriel qui est désendetté, puisqu'on fait une moyenne de bêta désendetté. Mais en général, quand on parle de bêta sectoriel, on oublie de dire que c'est désendetté. Mais bien évidemment, dans le calcul, on a calculé, on a pris en compte le désendettement. Et on applique la structure financière de la société à valoriser au bêta sectoriel désendetté que l'on a obtenu. Alors faisons-le sur un exemple. Nous avons donc les sociétés A, B et C, dont on a parlé des bêtas, la capitalisation boursière, la dette nette. On fait l'hypothèse qu'il s'agit de sociétés françaises dont le taux d'IS est de 25%. Et donc, on peut calculer pour chacune d'elles le bêta désendetté en vertu de la formule en bleu. Donc,
bêta désendetté de A, c'est donc son bêta observé, 1,2, sur 1 plus la dette nette 100, fois 1 moins le taux d'IS, 1 moins 0,25, sur la valeur des capitaux propres, qui est la capitalisation boursière 1000, ça fait 1,12. Pour B, bêta étoile de B, donc je prends son bêta observé, 1,3, divisé par 1 plus la dette de 100, fois 1 moins le taux d'IS, 1 moins 0,25, sur la capitalisation boursière de 1000. Et cela me donne 1,21. Je fais la même chose pour C, bêta étoile de C, c'est donc 1,40, son bêta observé, sur 1 plus la dette 100 fois 1 moins le taux d'IS 0,25 sur la capitalisation boursière 3000. Et ça me donne 1,30. Par conséquent, le bêta sectoriel, désendetté, même si on ne dit pas il est désendetté, c'est la moyenne entre le 1,12, le 1,21 et le 1,30. Donc je fais la somme de ces trois bêtas, je divise par 3 et j'obtiens 1,21. Par conséquent, le bêta de S, la société que je veux valoriser, c'est le bêta sectoriel désendetté qu'on vient d'obtenir, 1,21, fois, j'applique la formule de gauche, 1 plus le ratio d'endettement D sur CP de la société à valoriser, que je suppose en bleu dans le tableau en haut à droite de 80%, donc plus 0,8 que multiplie 1 moins le taux d'IS. Je fais l'hypothèse qu'on a encore affaire à une société française dont le taux d'IS est de 25% et j'obtiens 1,93.